Pas d'autres interventions. Je vais demander à Pierre-Yves Le Borgne donc de répondre. Merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer peut-être par la remarque de Philippe Cordery quant à la longueur de l'exercice d'amendement, en tout cas la longueur de l'amendement numéro 2 qui démarre à l'alinéa 9 et va jusqu'au bout de la résolution. Ça n'est pas du tout un jugement de valeur sur la qualité du travail de Joachim Pueyo, de Marie-Louise Faure et plus généralement de la Commission des affaires européennes, du tout. C'est simplement le souci d'avoir quelque chose de cohérent à afficher plutôt qu'une liste de 15 amendements avec un adjectif ici, un petit truc là. Mieux vaut quelque chose qui tienne sur 2 amendements que sur beaucoup, et je suis en situation de pouvoir justifier chacun de ces développements. Mais encore une fois, ça n'est pas du tout une critique du travail qui a été effectué. Quant à sa qualité, j'ai souligné notamment par l'introduction, en la lisant, à quel point le diagnostic me paraissait juste. J'ai rajouté quelques éléments de complément dans mon propos. Sur le reste, beaucoup de vos interventions se rejoignent. Nicolas Aveline souligne le besoin de réécrire le rapport que vous aviez, c'est ça, coécrit sur le SEAE, probablement en effet à la hauteur des développements récents. Insistez beaucoup sur le Sud, vous avez été nombreux aussi, excusez-moi si je ne cite pas chacun d'entre vous, mais c'est un thème qui a été partagé. Ça a été le but derrière l'inflexion que je voulais mettre sur justement la différenciation. La différenciation, elle est Est-Sud, autant qu'elle est après pays-pays. Mais on ne regarde pas de la même manière des régions qui sont aussi différentes. Se rajoute à ça la question de l'élargissement, partenariat. Tant que l'on choisira de ne pas choisir et qu'on met une sorte de halo étrange dans la politique de voisinage en laissant entendre que c'est l'antichambre de l'élargissement, finalement on ne prend pas les décisions qui s'imposent. On n'a pas les politiques qu'il faut. Un exercice d'élargissement amène à balayer une somme de sujets considérables, alors que ce que j'essaie de mettre ici en avant dans la résolution, c'est le besoin de resserrer sur des priorités moindres, mais plus fortes. Et Philippe Cordery a raison de dire que l'une d'entre elles, c'est la politique de l'énergie, et en particulier dans le Sud. Mais ça ne peut pas être un exercice sur l'ensemble des activités rentrant dans le champ de compétences de l'Union européenne, par exemple. Sinon, on ne s'en sort pas du tout. On est condamné à une forme de saupoudrage, et ce n'est pas le but d'une politique qui se veut efficace. Kader Arif disait entre l'Est et le Sud a perdu. Le Sud a certainement moins bénéficié qu'il aurait dû de la politique de voisinage depuis 12 ans. 2 tiers, 1 tiers, est-ce que ça a jamais existé? C'est en tout cas une position ardemment défendue par notre pays. Je n'ignore pas, comme Kader le met en avant, qu'il y a des jeux d'influence qui existent, notamment au sein de la Commission européenne, pour que l'une des régions soit peut-être plus avantagée qu'une autre, ou soit plus dans l'œil des attentes qu'une autre. En tout état de cause, la préoccupation du Sud est forte dans les travaux de l'Assemblée nationale, et j'ai estimé pouvoir le dire dans cette proposition de résolution. Rapprocher la politique de développement et la politique de voisinage, bien sûr, mais en effet c'est juste de dire, comme le fait Kader Arif, qu'à défaut de la budgétiser, il est très difficile d'avoir le contrôle parlementaire que l'on devrait avoir. Ça, c'est un argument qui nous touche ici, mais qui est aussi plus large en règle générale, et depuis longtemps en l'occurrence. Rapprocher la politique de voisinage de la politique commerciale, un sujet que Kader Arif a abordé, que Jean-Pierre Dufaux a également souligné, oui. Il est clair qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des logiques de silos parallèles qui touchent les mêmes zones. Donc on doit le souligner. Guy-Michel Chauveau a souligné, lui, le besoin d'associer les sociétés civiles. Ça a été l'un peut-être des défauts les plus marquants de la politique à ce jour, c'est qu'elle n'a pas parlé aux gens. Aux gens. Et au-delà des sociétés civiles, à tous ceux qui font vivre l'économie, la société, la culture dans chacun de ces pays. Ça ne peut pas rester un exercice top-down. Il faut aussi qu'on aille parler au quotidien de ces pays, et l'association des sociétés civiles me semble devoir être, autant que l'association avec les collectivités locales des pays concernés, l'une des accroches nécessaires de la politique de voisinage refondée. On n'a pas assez pris en compte les voisins des voisins. À l'évidence, c'est vrai. J'ai pris l'exemple de la Russie. Par souci d'être concis, je n'en ai pas pris un second, mais j'aurais pu parler du Sahel. À l'évidence,
Voisin des voisins, ça veut dire aussi le Sahel, dans le sud. Jacques Miard nous dit que la politique de voisinage est condamnée à l'échec parce que c'est un ersatz de politique étrangère européenne qui, par définition, ne peut pas exister. Je ne caricature pas la pensée, chers collègues. Bon, c'est un sujet qui n'est absolument pas médiocre, mais sur lequel on peut être d'accord, de ne pas être d'accord. Je pense que... voilà. Et on peut aussi débattre de cette nouvelle expression multibilatérale. Je serais content d'engager le débat. Mais en l'occurrence, dire que la politique de voisinage est condamnée à l'échec, je ne crois pas. Moi, je crois qu'une politique de voisinage recentrée sur de moindres priorités et affichant clairement la couleur, c'est une politique qui peut gagner. Mais ça commande un certain nombre de changements assez majeurs que j'ai soulignés. Christophe Prémat parlait d'ambiguïté lexicale en disant que le rapport à l'adhésion est fondamental. C'est vrai, hein, je l'ai souligné, et posant la question de la définition de ce qu'est un partenariat privilégié. Ça commence peut-être par dire aux pays qui souhaitent être candidats, à l'évidence l'extrême est de l'Europe, je pense par exemple au Caucase, que cette perspective n'est pas proche et qu'elle n'est peut-être pas à ce stade souhaitable autant pour nous que pour eux peut-être, et qu'il est possible de faire à travers la politique de voisinage les pas nécessaires, notamment au développement de leurs économies. J'ai mis l'accent en particulier sur le développement de l'activité économique parce que derrière ça, il y a l'emploi, et l'emploi des jeunes en particulier. Parler de ça est certainement, de mon point de vue, en termes d'efficacité d'une politique et donc de crédit public derrière, bien plus prégnant dans le débat qu'une perspective fumeuse, lointaine et pour le coup arbitraire d'entrer dans l'Union. Philippe Cordery disait que l'unicité de la politique de voisinage est nécessaire, bien sûr, mais qu'il n'est pas possible d'aborder de la même manière les zones et les pays. C'est clair, c'est à la fois ce que dit la proposition émanant de la Commission des affaires européennes et ce que j'ai souhaité mettre en avant. C'est vrai aussi, et Philippe l'a souligné, que la Méditerranée et le Sud en général n'est pas la priorité de tout le monde dans l'Union européenne. Ça ne fait pas de mal de le dire parce qu'on voudrait pouvoir l'imaginer et parfois on se cache derrière des réalités cruelles, mais la Méditerranée préoccupe certains pays plus que d'autres. Et je pense que c'est le rôle de la France, c'est le rôle de notre Parlement que de mettre en avant une préoccupation méditerranéenne et des objectifs méditerranéens dans l'exercice de commentaires et de résolutions que nous faisons sur la politique de voisinage. Enfin, les cercles concentriques présentés par Philippe Cordery et qui nous ramènent à une période d'il y a 20-25 ans avec le président Mitterrand, post-chute du mur de Berlin, je crois que ça reste en effet profondément actuel. Rien que pour justifier justement l'éloignement et la difficulté de présenter un élargissement comme objectif immédiat ou même ultime, et en répondant que dans le développement des sociétés, il y a le développement de l'économie, il y a le développement de l'emploi, et c'est ça qui bénéficie d'abord aux citoyens de ces pays. Voilà pour l'essentiel les réponses que je souhaitais faire aux interventions.